Bonjour à toutes et à tous. On a un petit écho sur ce plateau, mais tout va bien. Bienvenue donc à cette troisième conférence de la journée du VapExpo 2015. Nous allons présenter en exclusivité, comme promis, les premiers résultats de l'enquête VapExpo FIVAP qui ont été menés par le docteur Christopher Russell. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Philippe Rell, qui est médecin tabacologue, aussi coordinateur de l'appel des 100 médecins en faveur de la cigarette électronique, Brice Lepoutre, le président de l'EDUS, et Jean-François Ether, vous êtes professeur à l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève. Alors Christopher, on va présenter les premiers résultats, pas dans leur intégralité, de cette étude qui a été menée auprès de plus de 2500 personnes, 2500 internautes. Et si je dois rappeler rapidement le contexte, nous avons lancé avec le VapExpo une étude fin juillet d'une durée de 40 jours afin de connaître les comportements, les perceptions des vapoteurs et leur rapport aussi à la réduction des risques du tabagisme. Donc Christopher, je te laisse la main pour cette présentation PowerPoint qu'on va suivre. Et puis ensuite, on aura un débat sur les premiers résultats de l'enquête. Hello. Bonsoir, je suis donc Dr Christopher Russell et je travaille au centre pour tout ce qui concerne la recherche sur les médicaments et les réutilisations. Et donc je vais m'exprimer en anglais et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la traduction en français, bien évidemment. En fait, notre recherche que nous avons faite à Glasgow a impliqué tout ce qui concerne la prise en considération de la cigarette électronique avec la communauté des fumeurs, des vapoteurs, donc tout ce qui est de ce feedback. Donc les principales questions que nous avons soulevées au niveau de la réduction aussi de tout ce qui est l'aspect nocif pour la santé. Donc en fait c'est un programme très important qui a permis d'être mis en œuvre par le biais justement du programme global qui a impliqué 794 millions de fumeurs. Bref, la question ici, c'est la réduction, comme on le disait, de tout cet aspect nuisible et nocif pour la santé. Donc, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de toute la communauté? Eh bien, on a impliqué les professionnels, toutes les personnes qui étaient impliquées et bien sûr, ici, la plupart des personnes ont déjà découvert cette approche, compris de quoi on parlait. Et puis, il s'agit aussi de persuader, n'est-ce pas, les gens à laisser s'éloigner du tabagisme et donc de s'approcher de la cigarette électronique. Donc quel est le potentiel en particulier des cigarettes électroniques? Eh bien beaucoup de personnes, comme on le sait, ont eu un vif succès en laissant la cigarette traditionnelle et en passant à la cigarette électronique. Et c'est ça qui est important. En fait, il y a eu toute une série de personnes qui sont passées à la cigarette électronique et ont eu donc un grand succès. Les potentiels donc, de la cigarette électronique, donc bien sûr c'est la réduction du tabac et de tout cet aspect nocif, et puis aussi tout ce qui est autour de cela, c'est-à-dire la prise de conscience, l'information, la diffusion de l'information aussi par rapport à tous ces problèmes, etc. L'accès aussi à l'information, la motivation, tout cela est pris en considération. Donc, comme on l'a dit, ce qui nous intéresse, c'est de persuader les personnes, essayer de les faire passer justement vers ce switch, vers la cigarette électronique. Après, selon les pays, on a des réglementations différentes, comme on l'a vu. L'idée, c'est bien sûr de créer deux groupes de personnes, finalement, deux communautés qui vont être en connexion. Donc, comment faire ceci? Alors, il faut être conscient, n'est-ce pas, de tout ce qui est autour de la cigarette
cigarette électronique. Et pour, comment dire, pousser les gens aussi à passer à la cigarette électronique, il faut expliquer le feedback, les expériences, les histoires des gens qui sont passés justement à la cigarette électronique et avoir des témoignages importants pour comprendre justement ce qui s'est passé au niveau des témoignages des personnes et voir comment ils ont pu adopter ce nouveau système. Et puis, on a eu des vapeurs qui ont justement, des vapoteurs qui ont pu passer à cela et qui ont vraiment cette passion et qui disent aux gens comment ils ont pu réaliser ce passage, ce switch. Et donc, encore une fois, on a pu avoir toute une série d'informations sur la santé, sur la, comment dirais-je, le bon processus à adopter et en particulier comment est-ce qu'on peut avoir des messages de différents mondes, que ce soit le monde académique, que ce soit aussi les gens qui ont eu cette expérience personnelle, bref. Toute une série, toute une grande communauté. Alors, qu'est-ce que, en fin de compte, nous voulons de l'apport des vapoteurs ? En fait, c'est ça qui est important. On peut augmenter, n'est-ce pas, pour les personnes qui vont tester la cigarette électronique, de trouver 5 apports importants qui sont tout d'abord, c'est un conseil. Alors, le conseil, c'est, voilà, comment on peut cesser la cigarette traditionnelle pour passer à la cigarette électronique, donc avoir des conseils de la part d'experts, de gens qui y sont passés, comment justement commencer, avoir un intérêt, avoir suscité l'intérêt et puis surtout ne pas revenir à la cigarette traditionnelle. Ensuite, l'encouragement. Bien sûr, ça en fait partie parce qu'on a la volonté, n'est-ce pas, de changer et en laissant la cigarette traditionnelle, il faut avoir cette conviction positive que c'est, comment dire, de plus, que pour la santé, donc c'est meilleur. Et aussi tout ce qui concerne l'accompagnement pour pouvoir répondre aux questions et déterminer aussi quel est le processus, n'est-ce pas, pour pouvoir mentalement rentrer dans cela. L'information, c'est fondamental, c'est pas une surprise, c'est ce qui sert à la base à convaincre les personnes et ce qui est le plus intéressant aussi pour expliquer quels sont les bénéfices des cigarettes électroniques, c'est-à-dire comment la santé s'améliore, quels sont les changements éventuels dans le futur, comment c'est géré, et puis aussi des informations pratiques par rapport à comment ça s'achète, comment ça fonctionne actuellement et aussi pour le futur. Les opportunités, c'est ce que recherchent aussi, bien évidemment, les vapoteurs, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'accès aux cigarettes électroniques et aussi aux liquides, et puis tout ce qui concerne les coûts par rapport justement à la cigarette traditionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis peut-être l'accès plus facile à ces produits par le biais de régulation, de réglementation, bref, une opportunité globale pour pouvoir choisir les arômes que les personnes souhaitent. Donc présenter aussi toutes les opportunités dans ce sens-là, par rapport évidemment, encore une fois aussi, sur l'effet sur la santé. Et puis la compréhension. La compréhension, c'est fondamental, puisque ça permet finalement de rentrer dans cette logique. Laisser le tabagisme, laisser de côté la cigarette traditionnelle et comprendre pourquoi c'est utile, pourquoi au niveau même du comportement, c'est une amélioration, c'est un changement, c'est quelque chose qui va permettre de rentrer dans une logique différente. Et donc du coup, c'est exactement le processus qui a été mis en œuvre. Alors, maintenant, cette étude, n'est-ce pas, comme on l'a dit, va impliquer pas mal de personnes, d'institutions. L'idée, c'est de regrouper des expériences bien sûr de succès et pouvoir divulguer les informations et puis aussi toutes les personnes qui sont en charge de ces produits, de ces programmes et de cette divulgation. Donc, en fait, peut-être que vous avez entendu ici là que si on a laissé la cigarette traditionnelle pour passer à la cigarette électronique, finalement, voilà, ce sont des anecdotes, des histoires personnelles à raconter. Bon, oui, bien sûr, mais en fin de compte, ce ne sont plus des anecdotes, parce qu'on a vraiment énormément d'informations de ce type-là, de témoignages de personnes qui sont passées à la cigarette électronique, qui ont été aidées, finalement, dans plein de circonstances, et qui ont laissé la cigarette traditionnelle, et qui ont laissé de côté le tabagisme. Donc, voilà, avec la FIVA, comme on l'a dit, on a créé cette enquête qui a permis d'évaluer les vues, les points de vue, les expériences des vapoteurs et de tous ceux, comme on l'a dit, qui ont totalement cessé de fumer ou bien même de baisser leur fumée de la cigarette traditionnelle. Donc voilà, vous pouvez trouver naturellement sur notre site web cette enquête sur le www.nictwanesurveys.org en français et en anglais.
Donc les résultats, comme on l'a dit, a été fait par 2598 personnes privées, la majorité, disons, fumer ou utiliser une e-cigarette par jour. Donc en fin de compte, on a voulu établir le potentiel de crédibilité de ces personnes qui ont répondu selon leur expérience et aussi le partage d'expériences qu'elles ont pu dont elles ont pu faire part. Voilà, donc ici, juste quelques statistiques, vous pourrez le voir plus calmement donc, sur le site. Donc, en fait, la majorité des personnes avaient déjà pris une bouffée avant de commencer à vapoter. Donc, en fait, la plupart étaient des fumeurs habitués, invétérés, avant de commencer à vapoter. Et puis aussi, ils avaient donc tous eu une expérience dans le passé d'une cigarette traditionnelle. Alors, on leur a demandé à ce moment-là du sondage, la plupart d'entre eux avaient cessé de fumer totalement au moment de l'enquête. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important pour comprendre le message global, parce que c'est vraiment fondamental. 80%, hein, attention, c'est une donnée vraiment très élevée. Et bon, donc... Ah, bien sûr, c'est dans cette enquête, attention, je ne veux pas dire que c'est 80% des gens qui ont cessé de fumer en passant à la cigarette électronique, c'est évident. Mais bon, c'est important parce que c'est ce qui est ici pris en considération, c'est un moment précis sur les personnes prises en considération. Donc, toutes ces personnes qui avaient finalement cessé de fumer et après donc, sont passées au vapotage, eh bien, on a vu une claire proportion de personnes qui regardez donc ici les pourcentages, on en arrive à plus de 50% de ces personnes qui ont vraiment changé leurs habitudes de vie et leur habitude justement par rapport à la cigarette. Donc ensuite, d'autres personnes qui étaient tout simplement des non-fumeurs qui ont commencé à vapoter. Vous voyez ici les chiffres. Donc, bon, ça, ce sont vraiment des personnes qui n'avaient jamais fumé une cigarette traditionnelle. Et donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez essayé la cigarette traditionnelle? Donc, comme vous le voyez, certains avaient pris essayé, pris des bouffées sèches, etc. Bref, on n'en arrive qu'à 3% dans ce cadre-là. Donc, en fait, je suis sûre que cela est très important et les hypothèses ont été prises en considération. Même dans d'autres études, on a pu voir ce qui se passait et d'autres échantillons de personnes qui passent encore une fois à la cigarette électronique. Et puis, aussi, ce qui est important, c'est que 2,5% ont indiqué que finalement, ils avaient fumé une cigarette après d'avoir commencé à vapoter. Donc, l'idée, c'est que la cigarette électronique, somme toute, eh bien, entraîne justement à cesser la cigarette électronique, la cigarette traditionnelle, pardon. Alors, l'étape successive, c'est de demander finalement aux personnes qui avaient donc participé à cela, qui avaient laissé la cigarette traditionnelle, et donc de voir comment, en fin de compte, ils allaient passer à une couverture globale pour avoir finalement des feedbacks précis sur leurs bénéfices, sur ce qu'ils ont pu voir comme bénéfices par rapport à leur expérience depuis leur expérience dans le vapotage. Et donc, en fin de compte, c'est vraiment une façon pour eux de se sevrer finalement la cigarette électronique. Donc comme je l'ai dit, la plupart des personnes qui ont eu vraiment un vif succès dans l'arrêt du tabagisme, eh bien ils ont commencé donc en 2013, on le voit ici, c'était tout ce qui concerne disons sur une période qui varie, 1 an, 2 ans, 3 ans même parfois, selon les cas. Donc bon, voilà, selon les habitudes, selon aussi la quantité. Donc la majorité finalement des personnes utilisaient entre 1 et 13 mg de nicotine. Voilà, maintenant pour ce qui est des personnes qui
ont été aussi questionnés sur les produits. Donc, quels produits devraient être réglementés, avoir peut-être une réglementation spécifique, n'est-ce pas? C'était une des questions posées. Ou bien, peut-être avoir une réglementation plus générale. Donc, une petite minorité pense qu'on devrait avoir une réglementée comme produit du tabac. Donc, en fin de compte, c'est tout à fait intéressant, ça peut être surprenant, parce que certains peuvent être d'accord, d'autres pas, mais bon, disons que c'est une démonstration de personnes qui ont témoigné, n'est-ce pas? Et peut-être ça peut être un bénéfice aussi pour les prochaines générations, qui sait. Et puis, est-ce que le vapotage devrait être interdit dans les lieux publics, etc. Oui, avec des exceptions, ces exceptions qui doivent être laissées à discrétion, par exemple des bars ou des clubs, des restaurants, etc. Mais voilà, il devrait donc y avoir une diversité au niveau des choix. Là encore, par rapport au lieu de travail, la majorité des personnes pensent que ça ne devrait pas être interdit sur les lieux de travail, donc le vapotage ne devrait pas être interdit. Et là encore, certains pensent que le vapotage devrait être interdit parce que la plupart des personnes tendent à fumer, n'est-ce pas, pendant les pauses déjeuner. Et si ils peuvent vapoter, par exemple, ils pourraient avoir la tentation de refumer. Finalement, c'est ça l'idée. Et puis aussi, par rapport aux lieux publics, pas encore de grandes nouveautés, mais bon, donc... Maintenant, par rapport aux publicités sur les produits de la cigarette électronique, sur la télévision, radio, magazine, en encourageant les fumeurs à switcher, donc à passer à la cigarette électronique. Donc vous voyez les résultats ici, y compris par rapport aux produits et tout ce qui est disponible. La majorité pense en effet, oui, la publicité de ces produits peut encourager ce switching, mais dans le même temps, ça n'encourage pas les non-fumeurs à commencer à utiliser finalement ces produits. Donc la question est que la publicité finalement devrait justement aider ce processus. Et puis ce qui est intéressant, c'est la perception dans les médias. Comment les médias finalement voient ce phénomène et est-ce que vous allez être d'accord? Je ne sais pas, mais donc en fait, peut-être que voilà, ça va faire plus peur, n'est-ce pas, aux fumeurs. Et la plupart des personnes ont pensé que dans les médias, eh bien, ça va créer peut-être plus de peur, comme on l'a dit. Donc les gens peuvent penser à la cigarette électronique, peuvent avoir des doutes, ils vont dans les boutiques, etc. Ils s'informent. Et ça, finalement, c'est peut-être la chose la plus importante. Donc on a aussi voulu savoir quelle était l'histoire qui étaient les histoires véhiculées dans les médias par rapport à la cigarette électronique et leur perception. Donc voici les perceptions sur la cigarette électronique. Bon, évidemment, on arrive de la question, on passe, comme vous le voyez, ce qui est plus équilibré, moins équilibré, ce qui fait peur, ce qui est négatif, ce qui est vrai, pas vrai, etc., exagéré. Bon, moi, je pense que le mensonge, comme c'est spécifié ici, à 63%, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, l'amélioration, je ne sais pas non plus. Mais bon, je pense que peut-être ça devrait être un déséquilibre, n'est-ce pas, par rapport justement à la perception qui est donnée. Donc bon, je pense que globalement, voilà, je suis d'accord sur la façon dont les médias décrivent ces perceptions et donnent une idée globale de la situation. Ensuite, donc, on a demandé à certaines personnes d'avoir leur opinion sur les raisons pour lesquelles ils ont commencé à vapoter. Et donc, bien souvent, on a voulu avoir, comment dire, une idée personnelle, une expression personnelle. Et donc, voilà ce que les gens ont dit, voilà les raisons principales. Et donc, on en a analysé énormément. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données
Donc voici. Tout d'abord, bon, vraiment, comme on le disait, ce sont vraiment les gens qui ont spécifié chacun de façon personnelle ces idées. Donc, que ce soit d'abandonner le tabagisme, que ce soit les inquiétudes pour la santé, d'épargner de l'argent, d'économiser de l'argent, mais également tout ce qui concerne toutes les questions relatives, disons, à la curiosité, etc., les arômes, etc. Donc, bref, je pense que c'est intéressant parce que si on demande à toutes ces personnes, il y a tellement de raisons différentes, donc voilà, on pourrait arriver, comme vous le voyez, à des réponses qui sont toutes différentes les unes des autres, des problèmes dentaires à l'hygiène, etc. Et donc, selon les cas, eh bien, les pourcentages varient énormément. Et puis, c'est une question ouverte finalement que l'on pose aux personnes, donc c'est normal que tout cela change et que les idées aussi soient très différentes. Mais bon, globalement, c'est l'idée principale que nous avons eue, l'idée d'économiser aussi de l'argent et pouvoir finalement gérer ces aspects au mieux et pouvoir voilà, proposer comment dire, de nouvelles solutions pour l'hygiène, comme je le disais, les problèmes dentaires, etc. Ensuite, on a demandé, leur demander pourquoi ils voulaient continuer finalement à vapoter aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de raisons qui ont été citées ici. Les plus importantes, parce que voilà, c'est tout simplement plaisant, agréable, voilà. Et donc, c'est une raison, comme vous le voyez, 321 personnes qui considèrent ça comme quelque chose de plaisant, d'agréable. Et puis aussi d'autres choses, par exemple les mauvaises odeurs sur les habits, sur les tissus, etc. Donc ceci est très important parce que ça nous démontre une claire amélioration. Et puis, plein de choses intéressantes. S'éloigner du tabagisme, faire partie de la communauté des vapoteurs aussi, ça a été l'une des réponses. Et pouvoir, voilà, rentrer dans cet état d'esprit. Et puis, encore une fois, je pense que dans cette dernière session, c'est vraiment intéressant de pouvoir imaginer finalement, en tant que fumeur, n'est-ce pas, pas vapoteur, mais en tant que fumeur, eh bien, mettons qu'on n'a pas encore commencé à vapoter, eh bien, ce sont toute une série d'informations qui peuvent nous aider à comprendre, à penser, à s'imaginer. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est de s'imaginer en tant que témoignage de gens qui sont passés à la cigarette électronique, quelles sont leurs expressions, leurs impressions, quelles sont leurs perceptions et pourquoi finalement ils ont fait ce switch. Et puis enfin on a demandé à des personnes de nous dire tout ce qui vous plaît au niveau du vapotage, les bénéfices, les plaisirs, bref, encore une fois ce sont des avis personnels, peut-être subjectifs, les bénéfices, etc. Les arômes sont super, vous le revoyez ici, ça améliore la santé, comment dire, les odeurs, les arômes, etc. Et tout ceci, donc, est lié vraiment à un aspect plus social de la vapologie en elle-même. Et puis, avez-vous trouvé ou vraiment vu des changements au niveau de la santé, de votre santé? Et donc, oui, absolument, comme on le voit ici, au niveau de la respiration, au niveau de la santé générale, au niveau de l'odorat, au niveau vraiment, y compris par rapport à la toux ou éventuellement de la respiration en elle-même. Ce sont vraiment des améliorations très claires qui ont été ici précisées. Et puis, souvent, ce qui était le plus vu, c'est l'augmentation, comme on l'a dit, de la respiration, l'énergie aussi, la santé générale, une amélioration globale de son état de santé finalement, et la sensation d'être plus vital, d'être plus énergique, d'avoir plus d'énergie. Donc, alors je ne peux pas rentrer dans tous les détails, j'en suis désolée, mais évidemment beaucoup d'autres aspects ici, peut-être moins communs, peut-être plus particuliers, l'appétit, les allergies, les problèmes dentaires. Je vous laisse regarder. Mais bon, j'en reviens ici sur cette slide, l'amélioration au niveau de la respiration, l'énergie, la vitalité, et puis aussi tout ce qui est de l'appareil, de la respiration, ORL en général.
Voilà, donc tout ceci est très important parce que ce sont vraiment des expériences là encore précises par rapport aux problèmes de santé que vous avez eu de par le passé. Eh bien, voilà ce qui a été ressenti. Donc, quels sont aussi les conseils que vous donneriez donc à d'autres personnes qui voudraient suivre votre parcours et donc cesser de fumer et de laisser le tabagisme? Eh bien, la cigarette électronique est la meilleure façon de se sevrer et finalement de laisser le tabagisme. Voilà, ça c'est vraiment le point principal et c'est, je répète, la meilleure façon de cesser de fumer, c'est de passer à la cigarette électronique. Voilà, donc aussi par rapport aux arômes, tout ce qui a été déjà mentionné, donc aller voir un expert, pouvoir avoir une information, comment dire, il ne s'agit pas de faire un saut dans le vide, il s'agit de s'informer, il s'agit d'aller voir les gens dans les boutiques, sur internet, s'informer, avoir des échanges, demander des conseils aussi, parce que c'est ça qui est très important finalement. Et puis aussi, si vous deviez acheter un patch ou que sais-je, d'autres choses, bon, peut-être que vous iriez tout simplement, demander à un pharmacien. Eh bien, c'est ça l'idée finalement. Même y compris dans ce cas-là, il faut demander à des experts quelles sont leurs opinions et quels sont leurs conseils. Voilà, et puis aussi quelques autres points ici par rapport aux conseils que les personnes peuvent donner. Donc globalement, disons qu'il y a plusieurs types de conseils par rapport justement aux fumeurs qui veulent cesser de fumer. Bon, globalement, le premier conseil, c'est qu'il n'y a pas de miracle. On ne peut pas s'attendre à des miracles. C'est tout simplement ça, le point central. On ne peut pas s'attendre à arrêter comme ça du jour au lendemain. Il faut faire ce que l'on peut, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que, voilà, chacun a ses propres capacités et finalement, il ne faut pas se comparer aux autres non plus. Et puis, il faut faire des petits pas, l'un après l'autre, avec justement des améliorations qui adviennent probablement petit à petit. Et puis, si vous quittez, comme je le disais, du jour au lendemain, ça peut marcher pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, peut-être que c'est plus graduel, et la gradualité est fondamentale, c'est-à-dire une réduction graduelle qui permet, en fin de compte, d'être efficace et de pouvoir aller sur le long terme. Voilà, et puis si après vous fumez, il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant, et puis, je suis désolée, je dois finir, et c'est ma dernière diapo, donc voilà, en fin de compte, ce qui est important aussi, c'est après cette réalisation, se définir, comment dire, un succès. C'est ça qui est important, mesurer les réalisations et surtout vous définir par rapport à ces succès, ces réalisations et pas par les insuccès ou les échecs. Attention, c'est très important de ne pas utiliser ces termes trop forts. Et donc l'idée c'est qu'il faut petit à petit faire ce dont on est à même de faire et se mesurer soi-même par rapport à ses propres capacités et donc être conscient finalement de ce que l'on peut obtenir, quels sont les bénéfices, n'est-ce pas, et en se déplaçant justement de la cigarette traditionnelle. Je vous promets, je vais conclure. En fait, on a voulu, grâce à cette enquête avec des experts, vous démontrer que tout simplement la cigarette électronique nous permet vraiment d'être un passage, comment dire, d'aller vers une nouvelle génération de fumeurs qui veulent cesser de fumer la cigarette traditionnelle. Et le message, c'est vraiment ça, c'est que c'est une communauté qui a une expérience, qui fait partie finalement d'un engagement, d'une idée qui est un must parce que ça fait partie de la santé publique maintenant aussi. Et donc l'idée, c'est que justement les autorités de santé doivent prendre en considération absolument tout cela, tous ces gens qui cherchent du conseil, de l'information, des opportunités, de la compréhension sur la cigarette électronique, parce que en fait la communauté de vapeur veulent aider les fumeurs traditionnels pour faire ce switch et rentrer dans cette réalité. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Christopher. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sondage et on va continuer à en parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec des publications, peut-être d'autres rencontres, d'autres sondages. Moi, je veux juste interpeller Brice Lepoutre
Parce que c'est vrai que dans le sondage, il a quand même été beaucoup question des vapoteurs expérimentés. Moi, ce que je me suis posé comme question en regardant ces premiers résultats, c'était de savoir si vous, à l'EDUS, vous aviez uniquement des vapoteurs expérimentés, convaincus, ou si vous étiez aussi une association qui accueillait des personnes qui se posaient encore beaucoup de questions ou qui avaient des motivations différentes dans leur arrêt du tabac, dans leur rapport à la vape. EDUS, beaucoup de profils différents sont présents au sein de l'association, que ce soit du vapoteur expérimenté, aux débutants, à même des non-fumeurs, non-vapoteurs qui nous soutiennent parce qu'ils trouvent légitimes nos actions. Donc c'est assez hétéroclite et donc on retrouve tous les profils qu'on a pu voir dans cette étude, mais qui est très intéressante parce qu'elle démontre des choses qu'on revendique depuis longtemps, que ce soit les consommateurs ou les professionnels ou les professionnels de santé, et que là on voit bien acté parce que les questions étaient bien posées, contrairement à des études où on voit des questions posées par des personnes qui n'y connaissent rien. Là, les questions étaient bien posées et permettent d'avoir quelque chose de fin et de précis, et c'est très intéressant. Alors concrètement, dans les questions, il y a par exemple l'interdiction du vapotage dans les lieux publics, et puis il y a aussi la publicité, des sujets dont on parle pas mal actuellement au Sénat en France. On reparlera peut-être un peu plus tard de l'interdiction de vaper dans les lieux publics, mais moi ce que j'ai noté dans tes résultats, Christopher, c'est que la publicité selon les vapeurs expérimentés, elle n'encourage pas les non-fumeurs, mais elle encourage les fumeurs à passer à la vape. Tu le vois comme ça aussi ? C'est ce qu'on a toujours dit, hein, que ça soit partout, même dans des débats radio qu'il y avait eu auparavant, où pour les gens, le vapotage dans les lieux publics allait inciter les fumeurs à fumer, à ramener le tabac dans les lieux publics, etc. On avait toujours démenti cela par l'expérience, par le vécu, et on le voit dans ces chiffres maintenant. Au contraire, le vapotage incite les fumeurs à passer à la vape, que ce soit à cause des lieux publics ou à cause de la publicité. Il n'y a pas photo. Alors je sais qu'avec Philippe Prel, vous avez travaillé ensemble sur une charte de bien vapoter dans les lieux publics, si je puis dire. Philippe, tu penses que la coexistence entre vapoteurs, fumeurs, non-fumeurs, non-vapoteurs, vapofumeurs est possible dans les lieux publics, dans les lieux de convivialité? On voit clairement que les vapoteurs expérimentés souhaitent pouvoir continuer de vaper, ont le sentiment aussi qu'ils peuvent le faire de manière responsable, sans gêner leur environnement. Une coexistence est possible, ou alors, comme on peut l'entendre parfois chez certains professionnels de santé, il faut appliquer la réglementation de l'interdiction de fumer à la vape? Oui, bien sûr, une coexistence est tout à fait possible. Elle est même indispensable. Je crois qu'on ne mesure pas... D'abord, je voudrais essentiellement dire cela avec deux choses. Premièrement, avec la vapeur, il n'y a pas de flux secondaire, on n'a que 1 millième de nicotine qui passe dans le sang du non-fumeur, donc c'est vraiment, il n'y a pas de vapotage passif. Alors ensuite, je crois que effectivement la conclusion de l'étude est fantastique, et parce que c'est une formidable chance d'avoir la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Et moi j'aimerais dire que par rapport à cette histoire de est-ce qu'on peut vapoter en public ou pas, parce que c'est une question politique de fond. Je pense que la courbe des ventes du tabac est au ministère de la Santé, ce que la courbe du chômage est au ministère du Travail. Aujourd'hui, les ventes du tabac sont reparties à la hausse, c'est effroyable. Quand le chômage monte, on sait que c'est beaucoup de souffrance, on sait que c'est beaucoup de suicides. Quand la cigarette, les ventes de tabac augmentent, c'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de souffrance. Moi, j'ai vu beaucoup de gens mourir de cancer du poumon, de bronchite chronique. C'est effroyable. Des infarctus qui déciment des gens avant 50 ans et qui laissent des familles sans père ou sans mère, c'est effroyable. Et on se moque royalement de laisser tous ces gens mourir. Or, on sait très bien que pour sortir les fumeurs de la vape aujourd'hui, il y a 33% de fumeurs dans les entreprises, eh bien, il faut les laisser vapoter, et vapoter tranquillement. Et manifestement, dès lors qu'on a compris le mécanisme de la vape qui n'a rien à voir avec celui du tabac, eh bien, ça ne pose aucun problème. Donc, désolé d'être un peu militant, mais vraiment, je pense que c'est non seulement possible, mais indispensable. Professeur Etter, je ne sais pas si vous avez une question à poser au Dr Russell par rapport aux résultats, peut-être sur les motivations des ex-fumeurs vis-à-vis de la vape. On voit qu'il y a quand même l'aspect santé qui ressort, et puis derrière l'aspect économique. Alors,
Je voulais d'abord féliciter Christopher pour une étude tout à fait originale. Je n'ai pas encore vu des données. I haven't seen any data like this one, and I wanted to congratulate you for a great study. C'est une très bonne étude, c'est très intéressant. J'ai noté votre dernier point, à savoir qu'on devrait utiliser les vapoteurs dans les services de santé publique comme des professeurs, comme des éducateurs. Comment vous imaginez cela de manière pratique? Est-ce que vous pensez que la NHS va encourager cela? En fait, ça a commencé il y a de cela 2 mois. C'était l'idée de poser la question, de savoir si les magasins de vapotage pouvaient aider les gens à arrêter de fumer. Et les gens allaient dans les magasins de vapotage avec beaucoup d'espoir pour aller chercher des informations et passer 10-15 minutes dans le magasin. On s'est demandé si ce type de socialisation, puisque évidemment les gens ne vont pas chez le médecin pour ce type de choses parce qu'ils ne souhaitent pas être considérés comme des patients. Mais voilà, parler à des gens qui ont l'expérience du vapotage dans un magasin, ça peut amener les gens à arrêter de fumer. Les gens parce que souvent on y rencontre des gens qui ont arrêté de fumer. Et qui peuvent expliquer comment ils s'en sont sevrés. Et c'est un lieu finalement naturel de conseil pour un fumeur qui veut arrêter. Alors qu'un médecin qui n'a jamais fumé et qui travaille en fonction de directives ne sera pas aussi efficace dans son discours. Il s'agit de s'identifier à la personne qui vous conseille. Vous voulez une personne qui est crédible, et la crédibilité, ça vient justement du fait que la personne a vécu cette expérience elle-même. Moi, je ne fume pas, donc pourquoi m'écouter? C'est vrai. Mais ce qu'on entend de la part des vapoteurs, c'est qu'ils sont prêts à aider les fumeurs. Et on entend les fumeurs dire qu'ils ont envie d'écouter ce que les vapoteurs ont à dire. Donc ce serait un environnement officiel de santé publique, ce serait un moyen dont des vapoteurs pourraient jouer un rôle de conseil. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait étudier. Et en même temps, les médecins, les professionnels de santé sont également une ressource exceptionnelle. Donc voilà, il faut l'utiliser également. Parce que vous avez une présentation sur les barrières à l'entrée dans le vapotage quand on est fumeur. Sur ce point précisément de prendre en compte les expériences des vapoteurs dans les politiques publiques de santé, Philippe, c'est peut-être aussi un élément du moment concrètement en France. On a vu le ministère de la Santé lancer une nouvelle campagne via Tabac Info Service, une nouvelle campagne de communication, et la VAP est totalement absente de ce dispositif. Alors peut-être pour rebondir aussi sur les retours de Christopher et du professeur Ether, l'idée c'est que derrière, le Tabac Info Service n'est peut-être pas suffisamment à l'écoute des usages des vapoteurs. Il y a un déficit de prise directe avec la réalité, on peut le voir comme ça? Oui, on peut même aller beaucoup plus loin. Moi, quand je vois les résultats, de l'enquête qui ont été présentés, ce que j'entends, ce que je vois, c'est qu'il est possible de faire une véritable mesure d'impact des politiques que l'on décide. On peut tout à fait, on le voit bien avec ces chiffres, faire des sondages très approfondis, comprendre quels vont être les comportements et donc ensuite quantifier si on fait telle politique anti-tabac, quels seront les résultats, si on favorise la vape,
quels seront les résultats en termes de nombre de gens qui arrêtent, etc. On peut modéliser les politiques de santé avec des études de ce genre. C'est ça qu'il faut retenir et il faut véritablement faire des mesures d'impact et arrêter ces débats stériles sur les convictions de chacun, sur est-ce que le geste de vapoter fait quelque chose ou est-ce qu'on met en danger les non-fumeurs. C'est terminé tout ça. Il faut faire des mesures d'impact. Brice, un mot peut-être aussi sur les usages. Vous avez déjà mené à l'EDUS des sondages. Vous continuerez d'aller à l'écoute avec des études peut-être de ce type aussi sur les comportements des adhérents de l'EDUS. Ouais, tout à fait. Nous, on avait déjà essayé de faire une étude parmi les volontaires pour voir un peu le profil des vapoteurs. Et oui, on va continuer de suivre tout ça de près pour continuer de mieux comprendre les vapoteurs et les attentes des vapoteurs eux-mêmes. Bien qu'en tant que consommateur militant et on peut dire à un bon niveau de vapotage, au niveau du conseil d'administration, on est beaucoup à vapoter depuis 6, 7, 8 ans. Par exemple, on a déjà une certaine expérience de l'historique de tout cela. Et donc oui, ça reste très intéressant, il va falloir continuer la veille là-dessus. Merci, professeur Ether. Merci. On vous donne la parole. Merci, je vais me lever, je préfère parler debout. Alors, oui. Je commence toujours mes présentations par... D'abord, merci Rémi de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai un grand plaisir à être parmi vous et à voir le succès de cette exposition, le nombre incroyable d'exposants, de visiteurs. C'est un phénomène social dans le domaine de la santé publique. Le fait que un groupe d'usagers prenne en main son destin et s'organise par des associations dans la santé publique, c'est quelque chose qui est assez rare, qu'on a vu il y a peut-être une vingtaine d'années ou plus au début de l'épidémie du sida avec des mobilisations, mais c'est quelque chose qui est assez exceptionnel pour être relevé. Je rebondis d'un mot pour vous dire qu'on vous verra également sur YouTube, hein, donc c'est pour le VapExpo mais aussi pour Internet. Merci. Alors je commence toujours mes présentations par une diapositive, si vous pouvez la montrer, voilà, sur les conflits d'intérêts. J'en ai aucun avec l'industrie du tabac. Je n'ai pas reçu de subvention de l'industrie pharmaceutique depuis 8 ans. Il y a 2 ans, un fabricant chinois m'a invité en Chine. Ça m'a permis de visiter les usines de cigarettes électroniques à Shenzhen. C'était très intéressant. Donc c'est mon seul conflit d'intérêts, ces billets d'avion et hôtels qui ont été payés. Voilà. Merci. Je voulais commencer toujours par cette diapositive parce qu'il faut remettre les choses toujours dans leur contexte. C'est des données américaines, mais elles s'appliquent à peu près la même chose en Europe. On est un peu en retard en Europe. Mais si vous regardez à gauche, tout à gauche, pour les hommes aux États-Unis, la mortalité pour les différents cancers vers 1930, vous voyez que le cancer du poumon n'était pas si fréquent. Et ce n'est pas parce qu'on n'utilisait pas de tabac à l'époque. La plupart des hommes utilisaient du tabac, mais ils ne le fumaient pas jusqu'à la fin du 19e siècle. Ils l'utilisaient soit en le mâchant, soit en le prisant. Donc il n'y avait pas la combustion. Le problème, ce que je veux dire par cette diapositive, c'est que le problème n'est pas tellement le tabac, c'est vraiment la combustion. Le fait qu'une innovation technologique, la machine à rouler les cigarettes, a remplacé les autres formes de tabac et a été suivie par cette incroyable explosion du cancer du poumon noir qui dépasse tous les autres cancers, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et on peut se débarrasser de ça si on se débarrasse de la combustion. Il y a souvent un mélange entre combustion, tabac et nicotine. Donc, comme l'a dit un homonyme, un brillant chercheur dans le domaine du tabac, Michael Russell, people smoke for nicotine but die from the tar. Donc, c'est vraiment, il faut chercher des façons de donner cette nicotine sans la combustion, et c'est là qu'intervient la cigarette électronique. Je reprends ici les données de Robert West, les données du Smoking Toolkit Study. C'est une étude en Angleterre où vous voyez que 4 fois par année, il y a une enquête auprès de 17 000 adultes en Angleterre. C'est les données les plus détaillées, c'est pour ça que je vous les montre. On n'a pas de données pareilles pour d'autres pays, où vous voyez que l'usage de la cigarette électronique chez les fumeurs et les ex-fumeurs récents, les personnes qui ont arrêté depuis moins d'une année, a augmenté très sérieusement jusqu'en 2013 et après c'est un peu un plateau. Donc pourquoi tout à coup ça s'arrête? Pourquoi voilà, on plafonne autour de 20%
Et pour les utilisateurs quotidiens, c'est plutôt voilà, moins de 15%. Pourquoi ça plafonne? Voilà, merci. Alors, vous voyez d'abord que si on regarde parmi les fumeurs, les personnes qui continuent à fumer tout en utilisant le produit, on voit qu'il y a une augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique jusqu'à fin 2013, une diminution des substituts nicotiniques, mais une stabilisation de l'usage des deux produits avec à peu près 30% qui utilisent les deux substituts, cigarette électronique ou patch et gomme, tout en fumant. C'est quand même impressionnant. Voilà. Et là où ces données sont intéressantes, c'est qu'il n'y a pas de plafonnement pour les ex-fumeurs récents. Les personnes qui viennent d'arrêter de fumer il y a moins d'une année, vous voyez que la courbe en vert continue à monter. Donc il continue à y avoir en Angleterre une augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique chez les personnes qui viennent d'arrêter de fumer. C'est quand même intéressant, c'est que chez les fumeurs que ça plafonne. Merci. Et là, aussi, dans notre domaine, je travaille depuis 20 ans dans ce domaine de l'arrêt du tabac, c'est une révolution considérable, le fait qu'en vert, dans le courant de l'année 2013, tout à coup, un nouveau venu, la cigarette électronique a dépassé toutes les autres aides pour arrêter de fumer, que ce soit les substituts nicotiniques, le Champix ou le soutien comportemental. C'est une révolution considérable. Alors, voilà... Comment expliquer que tout à coup ça se tasse un peu? Je pense qu'il y a des déterminants qui sont dans le contexte de la société, des lois, des journaux comme on l'a vu. Il y a des facteurs propres à l'individu, à l'utilisateur, à son expérience du produit. Et puis il y a des facteurs liés au produit lui-même. On va essayer de réfléchir brièvement sur les trois aspects. Alors, je pense que ces événements de l'environnement ont quand même une certaine importance, la proportion de fumeurs dans la population, les campagnes anti-tabac, le taux d'arrêt dans la société, le statut du fumeur. Est-ce que dans votre sous-groupe, dans la société, selon le quartier où vous habitez, votre profession, est-ce que c'est totalement stigmatisé ou pas d'être fumeur ou d'être vapoteur? Les lois anti-tabac en Suisse, on a des lois aussi sur la cigarette électronique qui sont très différentes de la France. On n'a pas l'autorisation en Suisse de vendre de la nicotine. On peut par contre importer pour son usage personnel jusqu'à 150 millilitres de produits nicotinés, mais il n'y a pas de vape shops. Vous n'allez pas voir, comme vous le voyez en France, des échoppes tous les 100 mètres dans les rues commerçantes. Il n'y en a pas en Suisse parce qu'on ne peut pas donc vendre la nicotine. Et la proportion de vapoteurs dans la population est totalement différente. Il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'en France et au Royaume-Uni. Donc la réglementation a un impact vraiment considérable dans ce domaine-là. Et puis, comme on l'a déjà dit, la presse et l'information, avec tous ces articles de journaux, on va avoir quelques données là-dessus. Merci. Encore. Next. Voilà. Je pense que si on regarde aussi les barrières au niveau des utilisateurs novices, si beaucoup d'utilisateurs, comme c'est le cas, ou c'est beaucoup le cas aux États-Unis aussi, on voit beaucoup de ces produits jetables ou produits de première génération. Si la première utilisation est décevante parce que vous utilisez un Cig-alike qui fournit peu de nicotine et peu de vapeur, ben vous n'allez pas persévérer. Donc là, il y a un souci. Il y a certainement pour certaines personnes des aspects techniques qui sont des barrières à l'utilisation. Les produits les plus efficaces sont peut-être aussi un peu compliqués à utiliser pour certaines catégories. Donc là, il y a une ligne aussi à réfléchir de simplification des produits les plus efficaces pour les personnes qui n'ont pas de compétences techniques très, très développées. Voilà. Il y a aussi, pour les utilisateurs déjà établis, le fait que même avec les nouveaux modèles, l'envie de fumer ne disparaît pas totalement, ce qui peut conduire à continuer à fumer, que l'expérience n'est peut-être pas aussi satisfaisante qu'avec la fumée, qu'il n'y a peut-être pas assez de nicotine ou qu'elle n'est pas fournie assez vite au cerveau. Voilà. Alors, ça, c'est des données que j'ai recueillies sur Internet. Ce n'est pas encore publié, mais je les ai analysées rapidement cette semaine pour vous. C'est donc 41 personnes qui ont répondu à mon questionnaire online. Ce n'est pas du tout un échantillon représentatif de toutes les personnes qui ont arrêté de vapoter après avoir vapoté pendant quelques temps. Mais ils ont quand même répondu et indiqué pourquoi ils ont arrêté de vapoter. Et la première raison, c'était parce qu'ils avaient toujours envie de fumer. Ça n'atténuait pas complètement leur envie de fumer. Qu'ils ont recommencé à fumer et donc ils ont arrêté de vapoter. Peut-être aussi à cause de ces avertissements sanitaires qu'on trouve sur les paquets de patchs et de chewing-gum de nicotine, où il est dit que
Si vous recommencez à fumer, il ne faut pas utiliser le patch ou le chewing-gum, ce qui n'a pas de base scientifique, et on peut tout à fait utiliser les deux en même temps. Ça, c'est une crainte du double usage. Donc, il y a aussi là une ligne de travail, d'information, d'éducation. Ça ne m'a pas aidé à arrêter de fumer. J'en avais plus besoin, peut-être parce que j'avais déjà arrêté de fumer. J'aime pas aimer le goût et les parfums. J'ai eu peur des effets secondaires. Je n'obtenais pas assez de nicotine. Il n'y avait pas assez de vapeur. La batterie, voilà, des aspects techniques. Donc, vous voyez un peu, ça, c'est les barrières, je dirais, les raisons d'arrêter qui sont aussi là, des lignes de travail, je dirais aussi bien pour les fabricants, peut-être pour avoir un goût et des arômes qui donnent une expérience plus proche de la fumée, fournir la nicotine peut-être plus vite, atténuer davantage le besoin de fumer, et pour les vapoteurs. Merci. Ça, c'est les points négatifs dans une autre enquête publiée, celle-ci. Les points négatifs relevés il y a déjà 5 ans. Cette enquête date un petit peu, mais la mauvaise qualité des produits à l'époque était le premier point négatif relevé par ces personnes. Le fait que les batteries se déchargeaient trop vite, que c'était trop cher. Donc surtout la mauvaise qualité du matériel. Peut-être que ça a évolué, mais peut-être pas pour toutes les marques non plus. Les effets secondaires, les effets indésirables, est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? Alors, le plus souvent, c'est la bouche sèche et la gorge sèche qui sont relevés, mais ce n'est pas très fréquent, et peut-être c'est aussi passager. Voilà. Mais c'est quand même ça l'effet secondaire le plus fréquent, la bouche sèche et la gorge sèche. Voilà. Merci. Encore. Alors, au niveau des produits, est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Est-ce que les produits actuellement sont optimaux? Dans quelle direction améliorer les produits? Peut-être qu'il conviendrait de trouver quelque chose qui fournit une expérience plus proche de celle de la fumée, peut-être en fournissant la nicotine plus rapidement, faire monter plus rapidement la nicotine dans le sang et dans le cerveau. C'est aussi pour ça que la fumée a tellement de succès par rapport à d'autres manières d'utiliser le tabac, c'est que ça fournit un shoot de nicotine, un apport de nicotine important et rapide qui déclenche le système de récompense et le plaisir de fumer. Donc peut-être que si on arrivait à ce qu'on appelle la pharmacocinétique, mais ça veut dire simplement la vitesse de passage dans le sang et dans le cerveau, on pourrait améliorer. Ça pourrait s'améliorer par différentes manières, mais peut-être en ajoutant d'autres substances. Il est possible que l'addiction à la cigarette ne soit pas due qu'à la nicotine, mais à l'interaction de la nicotine avec d'autres substances. Est-ce que rajouter ces autres substances dans les liquides permettrait d'avoir quelque chose qui est plus satisfaisant, une expérience qui est plus proche de celle de la cigarette, sachant que c'est une stratégie à double tranchant, puisque si vous avez quelque chose qui est plus efficace, ça sera aussi plus addictif. Voilà, mais peut-être que si c'est plus efficace, ça va aider mieux les gens à arrêter de fumer, qu'il faut accepter d'avoir quelque chose qui est plus addictif si c'est plus efficace. C'est un débat à avoir sur la façon dont la nicotine est utilisée autrement que dans la cigarette. Voilà. Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres substances qui favorisent l'arrêt du tabac, comme la citizine? La citizine, c'est une substance qui est proche pharmacologiquement de la varenicline, donc le Champix, le médicament pour arrêter de fumer. Elle est proche aussi de la nicotine et de l'acétylcholine. Elle est utilisée dans les pays d'Europe de l'Est depuis 50 ans. Elle est efficace pour arrêter de fumer. C'est un médicament là-bas qui est vendu, s'appelle le Tabex. Alors pourquoi ne pas utiliser ça? Il y a des brevets, il y a certains fabricants chinois qui ont déjà des brevets pour utiliser ça dans les liquides de remplissage. Peut-être qu'il faudrait une simplicité d'utilisation, en tout cas pour les gros modèles les plus efficaces. Et puis, on parle des cigarettes électroniques, mais vous savez bien que l'industrie du tabac a racheté ou créé elle-même d'autres techniques de vaporisation. Il n'y a pas que le fait de mettre de la nicotine dans du liquide et de le chauffer. Vous avez les produits de tabac chauffé, comme le produit Plume, qui actuellement, c'est Japan Tobacco. Le produit IQOS, c'est Philip Morris. Le Vogue, ça c'est un produit de British American Tobacco, un vaporisateur de nicotine qui n'utilise ni l'électronique ni la combustion, mais un gaz propulsant. Une technique qui utilise une réaction chimique, c'est aussi une propriété de Philip Morris pour vaporiser la nicotine. Donc vous avez une quantité de produits, notamment
développé par l'industrie. Et Philip Morris a annoncé à ses actionnaires avoir investi 2 millions de dollars dans ces nouveaux vaporisateurs. Donc là, ils arrivent aussi massivement. Ça a des implications aussi politiques, bien sûr, puisque, comme vous le savez, ils sont très influents politiquement et ne développent pas ces produits-là sans une stratégie politique. La stratégie de développement technologique, la stratégie de marketing et la stratégie politique, c'est-à-dire leur influence sur la législation, sont les 3 piliers de ces développements. Et ce n'est pas à inventer, ils l'ont annoncé aux actionnaires comme ça. Voilà. Donc ils ont des équipes d'avocats, de lobbyistes, qui sont actifs, qui sont proches du législateur, que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg, à Washington, pour donc arriver à enregistrer ces produits-là. Oui, merci. Voilà. Donc, on l'a vu, les utilisateurs n'ont pas tellement confiance dans les articles de journaux. Il y a une forte couverture médiatique des études négatives. Le risque perçu par la population n'a rien à voir avec le risque réel de ces produits. Il y a une crainte des effets secondaires. On peut se demander, le fumeur pourrait se demander pourquoi vapoter s'il perçoit que c'est aussi risqué que de fumer. Donc là, il y a une situation où on peut se demander ce qu'on doit faire. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un effort d'information et d'éducation à destination des journalistes, des politiciens, des professionnels de santé publique est suffisant? Peut-être pas, qu'on a un manque d'honnêteté scientifique, un débat très idéologique, une santé publique très divisée. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est une réflexion plus approfondie sur les raisons de cette division de la communauté de santé publique ou médicale, journalistique ou politique sur ces sujets-là. On va y réfléchir un peu. Vas-y, oui, l'année prochaine. Pour illustrer le fait que le risque perçu n'a rien à voir avec le risque réel des produits. Ça, c'est toujours l'enquête de Robert West en Angleterre, le Smoking Toolkit Study, où vous voyez que à peu près la moitié des fumeurs pensent que la cigarette électronique est tout aussi dangereuse que le tabac, que la cigarette normale. Ce qui est faux, bien sûr. Non seulement c'est faux, mais cette croyance est de plus en plus répandue. Vous avez à gauche une enquête américaine qui montre qu'entre 2010 et 2013, vous avez de moins en moins de fumeurs adultes américains qui croient que la cigarette électronique est plus sûre que la cigarette normale. Et puis la même chose à droite, c'est au Royaume-Uni. Donc vous voyez qu'au Royaume-Uni, entre 2013 et 2014, juste sur une année, vous avez une augmentation de la part des fumeurs qui croient que la cigarette électronique est tout aussi dangereuse, voire plus dangereuse que la cigarette normale. Il y a un problème quand même, quand vous avez une telle proportion de la population qui croit quelque chose qui est faux. Pourquoi? Aussi à cause de l'augmentation dans la presse de la couverture négative. Vous avez cet article dans le journal nouveau qui s'appelle Tobacco Regulation Science, qui a analysé le contenu des articles de presse aux États-Unis. Vas-y, next one. Merci. Et là, vous voyez qu'entre 2009 et 2014, vous avez quand même un changement dans la couverture médiatique du sujet, avec le carré gris tout en haut, donc une augmentation ces dernières années des articles qui demandent une réglementation du produit, une diminution, vous avez le triangle gris, Benefits of e-cig, vous voyez que ce triangle gris en 2014, il touche la base à 0, donc il n'y a pratiquement plus aucun article qui parle des bénéfices. Par contre, la croix foncée, Drawbacks of e-cig, elle est nettement en dessus. Donc vous avez nettement plus d'articles négatifs que positifs. Et l'évolution au cours du temps ne va pas dans le bon sens. Ça, c'est quantifié, ce n'est pas juste une impression. Vas-y. Alors pourquoi est-ce que les cigarettes électroniques rencontrent une telle hostilité? Je pense qu'il y a à la base de ça une incompréhension ou un rejet de la notion de réduction des risques. Il y a par contre l'idée qu'il faut s'abstenir complètement d'une substance qui est potentiellement addictive, pas toujours, mais potentiellement, oui, elle est addictive, surtout si elle est fumée, et un rejet d'une approche pragmatique de réduction des risques, une approche qui dirait qu'on va rencontrer les gens là où ils sont et essayer de réduire les dommages là où on le peut, sans imposer des stratégies irréalistes, comme d'éliminer complètement une substance qui est utilisée par un quart ou un tiers de la population.
Il y a le fait qu'on désigne le mauvais ennemi, qu'on a, et ça aussi la santé publique est coupable, mélanger les choses. On a mélangé la combustion, le tabac, la nicotine, prenant ces mots pour des synonymes. Mais non, c'est la combustion l'ennemi, c'est juste la combustion. Le tabac lui-même, surtout s'il est utilisé sous la forme, par exemple, du snus, le tabac suédois à usage oral dont on a retiré quelques substances cancérigènes, là vous avez un tabac qui n'est pas très dangereux. Donc on ne peut pas dire tabac égale combustion, nicotine égale tabac égale combustion, il y a un mélange des choses. Il y a aussi cet article intéressant qui traduit, je dirais, une mentalité peut-être surtout américaine de puritanisme où on ne doit pas consommer des substances comme ça. Donc ça motive aussi fortement, je crois, cet esprit puritain où on recherche la pureté du corps, on rejette une approche plus pragmatique. Il y a aussi le fait que plus pragmatiquement, les gens qui écrivent la réglementation, qui souvent sont des fonctionnaires de l'exécutif, qui préparent les projets de loi pour les législatives, sont des personnes qui, de par leur situation, sont opposées à toute prise de risque. Tout ce qu'ils veulent, en fait, ça n'est pas, lors de la rédaction de ces réglementations, ça n'est pas de protéger la santé du public. Ce qu'ils veulent, c'est protéger le ministre au-dessus d'eux. Ils veulent protéger le ministre de toute attaque de la presse, de toute attaque de l'opposition politique, et ils veulent surtout conserver leur job. La priorité d'un haut fonctionnaire qui écrit ces projets de loi, c'est de conserver son job et de progresser dans sa carrière. Et s'il effectue une prise de risque en allant en faveur de la cigarette électronique, il pourrait mettre en péril sa carrière au cas où il y aurait tout à coup un risque qui s'avère. Je pense que c'est un facteur aussi important. Il y a le fait que ça n'a pas été inventé par les professionnels de santé publique. C'est une question de statut. Je pense que les professionnels de santé publique, les médecins qui s'opposent à ça, se sentent menacés aussi. C'est un sentiment de remise en question de leur statut, où ils savaient, où ils disaient la parole d'évangile, et tout à coup, il y a un nouvel acteur qui est perçu comme un intrus dans un champ qui était considéré comme leur propriété. Il y a aussi des conflits d'intérêts qui ne sont pas seulement financiers, mais des conflits d'intérêts, parce que ça remettrait en question leur politique et les subventions qui viennent avec leur politique et leur approche. Si on change de politique pour favoriser la vape, plutôt que les politiques traditionnelles, les campagnes d'éducation, des cliniques, des centres d'aide à l'arrêt du tabac, etc., il y a des budgets qui sont en jeu là derrière. Mais il y a aussi des conflits d'intérêts qui ne sont pas purement monétaires, qui tiennent au statut, je crois, au statut de la personne qui sait, qui contrôle un champ et qui est hostile à l'arrivée d'un nouvel acteur, surtout si c'est un acteur qui n'est pas académique, si c'est un produit qui n'a pas été développé selon les règles, les médicaments par l'industrie pharmaceutique, si c'est quelque chose qui n'est pas issu des milieux académiques, hospitalo-universitaires, vous avez un sentiment qui est un sentiment de tribu. C'est pas ma tribu. Et je dois arrêter. Oui. Donc, ok, j'arrête. Donc, ça veut dire que je pense pour surmonter cette hostilité des milieux de santé publique, à mon sens, la production de davantage d'études ou de davantage de tests n'est pas la seule solution. Il faut répondre à cette inquiétude ou à cette anxiété qui touche au statut même de ces personnes-là. Je n'ai pas la solution, mais je pense que si on ne leur parle pas en les rassurant d'une certaine manière ou en les convainquant que ça ne remet pas en cause leur statut, on n'arrivera pas à surmonter cette hostilité. Merci. Merci beaucoup, professeur Etter. Il nous reste quelques minutes pour vous donner la parole si vous avez des questions à poser aux personnes présentes ici. Et moi, comme je suis curieux, je pose juste une question à Brice pour rebondir sur la présentation du professeur Etter. C'est vrai que c'est difficile parce que là, vous avez balayé un spectre très large des enjeux, mais je pense que ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble de la réalité aujourd'hui de la vape. Non, moi, ce que j'ai pu noter, c'est que vous faites une division entre, d'un côté, les produits et leurs innovations,
et peut-être de l'autre les comportements. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, Brice, c'est, tu vas peut-être me dire que ce sont les deux aspects qui sont aussi importants l'un que l'autre, mais est-ce que tu penses que c'est d'abord le produit qui doit continuer d'évoluer, ou c'est aussi aux fumeurs de se prendre en main et peut-être aussi, au-delà de la désinformation, d'aller davantage vers la vape? Est-ce que c'est le produit ou le fumeur qui va faire la vape de demain? Alors, à mon avis, moi, c'est plutôt le produit qui doit innover en permanence. C'était un des combats qu'on avait, par exemple, au niveau de la norme AFNOR pour les liquides ou dans diverses autres choses. Il faut que l'innovation permette d'aller chercher ces fumeurs qui veulent arrêter de fumer. On n'est pas là pour faire les hygiénistes et dire à tout le monde vous devez arrêter de fumer. C'est seulement ceux qui le veulent. Et il faut que ceux qui aujourd'hui ne trouvent pas le matériel qui leur permet de le faire et qui ont envie d'arrêter de fumer grâce à la vape puissent trouver le matériel adéquat. Donc il faut que l'innovation continue pour permettre cela. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Depeau. Merci. Comment le législateur peut-il faire le tri entre toute une masse d'études, de rapports, quelques-uns pour, peut-être beaucoup qui sont contre ou vice-versa, mais comment est-ce que le législateur peut vraiment faire le tri? Alors, effectivement, on assiste à ce qu'il y a de pire, je dirais, dans la santé publique. On est en train de se discréditer complètement avec des études d'une qualité tellement mauvaise qu'on a honte, enfin, que ces études paraissent dans JAMA et soient reprises par toute la presse américaine, comme l'étude récente où on voyait juste quelques individus qui, après avoir vapoté, ont fumé. Et là, on prenait des conclusions par rapport à ce fameux effet passerelle qui n'ont pas lieu d'être par rapport à cette étude. Les législateurs sont abreuvés, mais ceux qui produisent ces études-là cherchent précisément cet effet, à créer la confusion, à publier des études qu'ils pourront citer ensuite. Donc on a une guerre où l'épidémiologie est utilisée comme une arme, avec beaucoup de malhonnêteté, de part et d'autre du reste, parce qu'il n'y a pas qu'un camp de méchants et un camp de gentils. Je pense que des deux côtés, on a tendance à citer les études qui nous font plaisir et à pas citer les études qui ne nous font pas plaisir. Et donc il y a un exemple du pire dans la santé publique avec l'utilisation de la science à but politique de la manière la plus éhontée quelquefois. Ça n'aide pas le législateur. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Donc, la science n'est pas la seule base sur laquelle les lois se font. Merci, professeur. Peut-être par rapport à ce point de la désinformation, Christopher, how do you feel about the situation in Scotland and in the UK regarding the new report from... La situation au Royaume-Uni et en Écosse par rapport à ceci, est-ce que vous pensez que la situation peut changer? Je pense qu'au Royaume-Uni, il y a vraiment l'un des pays les plus favorables finalement à la vape, n'est-ce pas, si on considère tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, les États-Unis en particulier, et les oppositions qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, dans les différents États, les oppositions à la vape. Bref, au Royaume-Uni, il y a aussi toutes les organisations publiques, sanitaires, de la santé qui encouragent les fumeurs à passer et à switcher à la vape. Tout à fait, il y a des professionnels, des médecins, des experts. Il y a vraiment une aide, un support pour aider ce switch. Et c'est fantastique, ça. Donc, aussi, je pense que dans le rapport que nous avons fait, on le voit, on clarifie beaucoup d'aspects, tout ce qui concerne la cigarette électronique. Et comme on a pu le voir, on parle de ces effets qui sont beaucoup moins nocifs pour la santé. Bref, ceci a été très important aussi dans les médias en général, les messages qui sont passés. Et puis aussi, d'autres chercheurs ont posé d'autres questions, ont été contactés par les médias. Et d'ailleurs, je pense que c'est très bien. Bon, et d'ailleurs, j'ai été un peu désolée, n'est-ce pas, pour les fumeurs qui ont pris cela en considération, qui se sont informés sur tout ça, parce que c'est évident, comme on l'a vu, que 95% la cigarette électronique est moins nocive pour la santé, moins nuisible. Donc ça, c'est évident. Donc voilà, je pense qu'en effet, c'est une interprétation des données qui a été faite et peut-être que dans les autres pays, il y a une mauvaise interprétation, comme vous le disiez, une confusion qui a été créée de personnes qui ont donné justement des fausses idées, etc. Et donc ça, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Une ou deux dernières questions.
Oui, bonjour. J'avais juste une question à poser concernant l'impact visuel de la vape d'aujourd'hui en France, par exemple. Qu'en est-il et quel est votre avis sur le fait que cette vape aujourd'hui est fière, et je remercie l'EDUS de montrer que la vape peut être fière, mais qu'en est-il de cet excès de zèle qu'on peut peut-être analyser de l'extérieur lorsque nous ne sommes pas vapoteurs et assistons à le nuage le plus gros? Je dirais aujourd'hui ça paraît normal, mais dans la rue, lorsque quelqu'un génère un brouillard digne de ce nom, est-ce que ça ne fait pas fuir le néo-vapoteur? Professeur Ettel. Vas-y, Brice. C'est en effet, c'est nouveau, les gros nuages. Du moins, on avait pas trop ça. C'était pas une telle ampleur il y a encore un an de cela. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder sous différents angles. La dernière fois, j'en parlais avec des médecins lors d'une conférence. Cette technologie-là qui fait des gros nuages permet également à beaucoup de gens de vapoter sans nicotine. Et les médecins sont très accrochés quand même au sujet de la nicotine. C'est quand même si on sait que c'est pas ce qui tue, la technologie du sub-home permet d'avoir la sensation de vapoter de la nicotine, mais sans nicotine. Et donc, il y a un choix à faire, un moment stratégique. C'est vrai que c'est gênant. Moi, j'arrive à tenir des semaines entières sans nicotine avec mon sub-home, mais pour l'image qu'il représente, je ne peux pas le sortir au travail, par exemple, en réunion, ça serait mal perçu. Il y a encore ce côté hygiéniste du nuage qui rappelle la fumée et qui, du coup, est forcément mauvais et forcément qui est un tabou qu'on n'arrivera pas pour l'instant à abattre. Et je pense que ça sera plus une technologie de sub-home qui fait moins de nuages, qui permettra peut-être la vape sans nicotine plus facilement. Alors, à ce sujet-là, disons... Il y avait à Varsovie, juste avant l'été, une conférence dans laquelle étaient présents non seulement des vapoteurs, mais des décideurs et des conseillers du plus haut niveau, des gens qui conseillent la FDA américaine, le Parlement européen, etc. Ils étaient tous là. Et pendant 2 jours, ils ont tous été exposés à la fumée pendant les présentations. Je pense que c'est non seulement un manque de courtoisie de la part des vapoteurs d'avoir fait respirer à Dave Abrams et tous les autres qui influencent vraiment les décisions aux États-Unis. C'est une faute politique d'avoir fait ça, à mon sens. C'est une faute politique d'avoir fait ça. Voilà, mon conseil amical aux vapoteurs, c'est de faire un peu attention. Mais dans une conférence comme celle de Londres, qui aura lieu dans un mois, ou de Varsovie, où les décideurs politiques étaient là, de les avoir exposés à la vapeur pendant 2 jours, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, que ça soit dangereux ou pas, c'est même pas la question. On sent cette odeur, on la voit. Il y a une réflexion à avoir un peu plus approfondie, à mon sens, là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Et on se retrouve dès demain midi pour de nouvelles aventures sur la vape, la réduction des risques et le rôle des vapoteurs dans la société. Merci beaucoup.